Alors, bienvenue pour cette table ronde de l'édition 2020 de Notre Perle sur le thème de la vie prénatale au nouveau-né, quelle continuité. Donc, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on souhaite aborder. On avait déjà proposé l'année dernière une conférence animée par Eike Torin sur ce thème-là. Et je pense que chaque année, on va vraiment reprendre ce thème qui est fondamental pour reconnaître, reconnaître l'essence de l'être dès son origine. Donc, on choisit dans cette table ronde de s'orienter vraiment du point de vue du bébé. Alors, pour le bébé, qu'est-ce que c'est que ce grand voyage? Et entre le tout début et quand est-ce que ça commence, et puis la naissance et le chemin qui se fait après. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons pour cette table ronde 3 femmes. Donc Laura Uplinger, qui est en direct du Brésil, de Sao Paulo. Bienvenue Laura. Bonjour à toutes et à Bienvenue tous. Laura. Anne-Sophie Charpentier, qui est donc en Haute-Savoie, je crois. Oui, bonjour. Et Florence Vinit, qui est à Montréal. Bonjour. Donc on a une belle internationale à travers tout ça. Alors, pour débuter ce sujet, j'ai simplement envie, mesdames, de vous inviter à tour de rôle à vous présenter très simplement par rapport à ce bébé et à cette continuité de la vie prénatale jusqu'après sa naissance, le nouveau-né. Donc, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, avec plaisir. Alors moi, le nouveau-né, je m'en occupe seulement dans le ventre de sa mère, puisque je suis gynécologue obstétricienne et que j'ai aidé et beaucoup travaillé sur moi pour comprendre l'essence de l'être et pouvoir comprendre toute la subtilité qui se passait au moment de la naissance. Donc, ce nouveau-né, je m'en occupe surtout dans le ventre de sa mère. Oui, c'est une période cruciale et importante. Merci. Merci. Florence Vinit, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et puis quelle approche tu pourrais avoir par rapport à ce nouveau-né? Alors moi, je rencontre le bébé à travers les jeux proposés par une approche qui s'appelle la communication affective avec le bébé, qui est dérivée de l'aptonomie, qui avait été développée par Franz Wellmann. Moi, j'ai été formée par une autre personne qui s'appelle Brigitte Domaine. Donc, l'accompagnement se fait à travers des jeux tout au long de la grossesse. Donc, c'est de rencontrer le bébé comme un être avec lequel il peut y avoir déjà une interaction, tout un contact, toute une rencontre en fait affective. Et puis ce qui m'intéresse aussi, parce que ma formation est également dans le domaine de la psychologie, c'est aussi tout l'impact de cette vie prénatale dans les mémoires, les traumas qu'on peut retrouver aussi plus tard dans la vie. Donc voilà. Merci Florence. Laura Uplinger, est-ce que tu peux te présenter toi aussi en lien avec ce bébé? Ça fait plusieurs décennies que je suis dans cet univers de l'importance de la vie prénatale par rapport à la vie de l'adulte. Donc cette continuité dont tu parles, ce thème, j'adore ce thème. Depuis le tout début, depuis cette première cellule, tout est déjà en marche pour que l'enfant naisse. Et c'est dans cette continuité qu'on peut comprendre l'être humain. Parce que nous sommes ici tous des adultes en continuité du petit embryon que nous avons été, en continuité de cette toute première cellule qui déjà avait dit oui à la vie et qui s'est organisée et organisée. Et nous voici nés, nous avons grandi, nous sommes là. Et c'est cette qualité d'être là en tant qu'adulte qui dépend tellement de ce tout début. C'est ça qui me fascine, c'est ce à quoi j'ai dédié ma vie. Merci Laura. Alors Anne-Sophie, j'ai envie de commencer avec toi. Anne-Sophie, le corps est extraordinaire parce que le corps d'une femme enceinte, il agit dans la magie de la création de la vie. Excusez les rimes, c'était pas prévu. Il y a quelque chose qui nous dépasse totalement. Il n'y a rien à faire pour qu'un bébé
fasse ce long chemin au niveau physiologique et plus que physiologique. Est-ce que tu pourrais poser des mots là-dessus, Anne-Sophie? Oui. Alors, en effet, il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Cette vie qui va être dans le ventre de sa mère, ce nouveau-né, il va avoir un espace où il va prendre des plans pour se construire. Les plans, nous, on ne sait pas les faire en médecine, on ne sait pas reproduire, on ne sait pas. Scientifiquement, on ne sait pas refaire la même chose. Et lui, il sait. Et il se construit et il va être dans cet univers haut, parce que dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau. Il va être soumis, comme nous, après dans l'air, à des distorsions du champ, c'est-à-dire il peut y avoir des médicaments qui, on sait, vont faire telle chose, il peut y avoir du stress qui va faire que le bébé va peut-être moins grandir ou autre. Il va être soumis aussi dans l'eau à un champ extérieur qui va faire que les plans ils vont être suivis ou non. Mais de base, si l'environnement pour lui il est harmonieux, et harmonieux ça ne veut pas dire dans une norme, hein. S'il est dans une paix, eh bien, il va pouvoir se construire et faire pour que tous ses organes soient reliés en référence avec ses plans. Et au moment de la naissance, il va passer du milieu eau au milieu air, et lui, c'est OK pour lui. Enfin, je ne sais pas. Il va vivre des contractions, il va savoir quand c'est avec les astres, notamment, on en a parlé avant. Il va dire c'est OK, c'est le moment, là, et tout est fait pour que ça se passe. Mais malheureusement, des fois, on met des barrières, où il y a des troubles de ce développement-là qui vont faire que il y a des choses qui vont se manifester qui ne sont pas en rapport avec les plans normaux, parce que les bébés sont faits pour naître par les voies naturelles. Il peut y avoir des petites distorsions qui, de toute manière, sont réparables. Toutes ces petites distorsions, quand on s'écarte des plans cosmiques, je vais appeler ça des plans cosmiques, mais oui, c'est un mot qui est comme un autre. Et quand on s'écarte de ces distorsions, alors il va se passer des choses qu'on va appeler pathologiques, mais tout ça, c'est réparable. Le nouveau-né, il n'a pas d'ego. Dans le ventre de sa mère, il ne juge pas si la température du bain, elle est trop chaude, trop froide, si c'est bien ou pas que sa mère ait une décharge de catécholamine ou d'ocytocine. Il ne juge pas ça. Il dit, OK, la vie, c'est ça. La vie, je me construis d'après des plans qui me sont donnés et je m'adapte à mon environnement. Donc, il nous apprend des choses magnifiques. Il s'adapte, le nouveau-né, tout le temps. Et c'est à nous aussi, quand on est dans le milieu air, on va pouvoir s'adapter aussi à ce qui est là. Donc, le nouveau-né, pour moi, c'est un exemple magnifique d'une âme apaisée qui va s'adapter, qui ne va rien juger et qui va faire avec. À nous de faire en tant qu'adultes la même chose. C'est ça qui est difficile. Merci Anne-Sophie. Alors c'est vrai que les bébés sont aussi des guides souvent pour les femmes à aller expérimenter du mieux-être, du bien-être pour se nourrir et les bébés inspirent des parcours. Florence Vinit, comment on peut aller à la rencontre d'un bébé in utero? Quelque part, je pense que c'est naturel, hein. C'est déjà une posture que les femmes enceintes vont avoir naturellement parce qu'elles sont avec le bébé. Donc, je pense que c'est un élan naturel du cœur de contacter le bébé, de vouloir le connaître davantage. Après, je pense qu'on a été dans une culture qui a peut-être abordé le bébé davantage sous l'angle du développement, sous l'angle médical. Et rencontrer le bébé, c'est une expérience affective.
Donc, je pense que ça se fait naturellement. Après, moi, ce qui m'a intéressée aussi dans des approches comme la communication avec le bébé ou l'autonomie, c'est comment permettre aussi, par exemple, au papa de rencontrer le bébé ou aux frères et sœurs. Donc, de permettre que ce contact-là soit élargi à l'ensemble de la famille. Parce que c'est ça qui va se passer quand il va naître, hein, c'est qu'il y a aussi cette ouverture sur le monde. Donc, comment on le rencontre? On le rencontre avec le cœur ouvert, l'envie d'aller vers quelqu'un, j'ai envie de dire comme la rencontre d'un être humain, où on dit je suis là, est-ce que tu veux venir vers moi? Et puis après, là, dans le cadre de cette approche, on va développer un toucher particulier qui est un toucher sécurisant, un toucher qui n'a pas d'attente et qui permet à l'autre de sentir qu'il est invité, et le bébé, et qui peut venir à la rencontre. Donc, c'est finalement quelque chose de simple, et puis on ne cherche pas le spectaculaire, on cherche juste le contact. Alors le contact à travers la présence aussi, la place. Laura Uplinger, est-ce qu'on peut faire une place pour un bébé dès le tout début de sa vie? Et est-ce qu'un bébé peut prendre sa place dès le tout début de sa vie? Bien sûr, oui. Et c'est d'ailleurs ce que nous devons faire. Si j'arrive chez toi, Sonia, ce soir pour dîner, et tu ne m'as pas invitée, c'est une surprise. Oui, je vais me sentir comment? C'est pas la même chose que si tu me dis, viens ce soir, dis non. Et est-ce que cet être a été invité? Voilà quelque chose qui aide beaucoup le bébé à prendre sa place. Est-ce que ce couple, en s'aimant, a dit, faisons la place à quelqu'un d'autre dans notre vie? Voilà. J'ai une amie, elle dit, mettons une annonce sur l'Internet de la galaxie. Nous sommes un tel et une telle. Nous aimerions beaucoup partager notre vie avec un être qui voudrait s'incarner. Nous lui offrirons au moins 18 ans de vie et de soins. Est-ce que quelqu'un veut venir partager la joie que nous avons dans notre amour? Voilà un bébé qui, à sa conception, aura déjà pris une place très spéciale. Parce qu'il y a des corps subtils du bébé qui commencent à se former même avant la conception, nous disent les clairvoyants. Dans la vie moderne, il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent vraiment donner une place à cet enfant en l'attendant. Et comme dit Anne-Sophie, l'enfant ne va pas juger ça. Mais la joie d'être attendu, désiré, pas dans le sens je veux un enfant comme ci ou comme ça, mais je fais place, une place pour toi. Viens, qui que tu sois. Demandez aussi à la vie d'avoir l'intuition et les énergies, la sagesse nécessaire et l'amour nécessaire pour être vraiment un parent, parce qu'il va falloir apprendre en le faisant. La vie n'attend pas 94 ans pour qu'on puisse avoir un enfant. Donc, nous allons apprendre tellement tout en enseignant aussi un enfant. Mais une fois que la société, c'est ma compréhension, aura donné une vraie place à la femme enceinte qui, elle, donne une place à son bébé, beaucoup de choses pourront changer dans l'humanité. J'ai des amis thérapeutes et dans une ligne jungienne et transpersonnelle, elles disent, mais il y a parfois des femmes qui viennent, elles en sont 8-6 mois de grossesse, elles n'ont pas encore eu le temps de penser à elles, maman. Ce sont des femmes d'affaires, elles ont des entreprises, elles font beaucoup de choses, elles sont ravies d'être enceintes, mais elles n'ont pas eu ce temps de « Ah, qui es-tu? Qui suis-je par rapport à toi ?» de se donner à ce mystère, de vraiment dire oui à la vie. Elles ont dit oui à la vie, oui, à la conception, elles ont dit oui à la biologie, et comme elles disent que la grossesse n'est pas une maladie, on s'occupera du bébé une fois qu'il est né. Quel dommage. Parce que, et ça c'est une chose culturelle, je le vois aux États-Unis, je le vois ici au Brésil, cette place de l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est extraordinaire. Lui n'a qu'une seule question. Dis-moi, maman, comment je fais pour me préparer à la vie? Raconte-moi, comment c'est le monde là où tu vis? Je m'habille comment? C'est-à-dire ma neurophysiologie, tous les circuits qui vont me faire être plus ou moins capable de goûter au bonheur ou de faire face au stress,
Tout ça, je l'apprends en vie intra-utérine. L'épigénétique nous dit oui, le code génétique va donner beaucoup d'informations et le bébé se forme en fonction de cette génétique qui peut-être, elle, vient d'un karma ou de certaines choses. Mais la maman, la façon dont elle vit, elle apporte quelque chose de plus que la génétique. Elle va, par son comportement, par son alimentation, par la façon dont elle voit la vie, la façon dont elle se considère, elle va permettre que ce code génétique, qui est à l'affût aussi de la vie, que ce code génétique mette en silence ou au contraire, mette en relief certaines caractéristiques. Il y en a même qui disent qu'il est possible d'améliorer la génétique d'un enfant par une gestation en harmonie. Ah, j'adore quand tu fais ça, Anne-Sophie, parce que c'est tellement malléable la vie. La vie est au service de tout ce qui va se passer ici. Et une incarnation, c'est sérieux. Il y a des enfants, selon certaines études en psychologie, qui n'avaient aucune envie de naître. C'est un peu comme s'ils avaient été poussés par leur guide. Allez, vas-y, va là-bas. D'autres qui n'en tiennent plus tellement ils ont envie de venir participer du monde. Certains ont mis beaucoup de temps pour choisir leurs parents. D'autres, c'était une affinité immédiate. Mais enfin, voici l'enfant qui se forme. Et s'il a eu sa place pendant la grossesse, la naissance est une grande victoire. C'est un immense changement. Plus jamais on aura un changement aussi fort que celui de naître. Un changement dans le sens que, oui, il y aura une plénitude. Tous les organes sensoriels ont été préparés pour cette naissance. Tout dans le bébé. Même préparé pour la respiration au milieu aérien. Alors qu'avant, il n'avait pas respiré, il avait fait tous ces mouvements qu'il fallait. Et une fois dehors, de rencontrer le regard de ce nouveau-né, dit voilà maman, voilà comment je me suis préparée. Et de vivre cette étreinte. Parfois, on le sent comme un inconnu, ce bébé. Parfois, on sent déjà une grande complicité. Mais si on le vit avec amour et dans une espèce de sentiment d'entraide mutuelle, parce que l'enfant va aussi m'aider à grandir, et le père a un grand rôle à jouer aussi, lui aussi va grandir. Et l'enfant, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents préparés pour devenir des dieux. La femme une déesse, l'homme un dieu, parce que dans le regard de notre enfant nouveau-né, nous sommes des dieux. Tout ce que nous pensons, sentons, ils le voient, ils le sentent aussi, ils comprennent, ils acceptent et ils embrassent avec leur sourire. Ça, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, cet être saura trouver sa place dans le monde. Et à chaque grand changement dans sa vie, changement d'école, changement de petit ami, changement de profession, d'autres changements importants, s'il y a quelque chose qui est difficile, ils s'en remettront à cette toute première transition, ce tout premier changement. Comment a été leur naissance? Et là, ils ont reçu des messages et qu'ils vont appliquer. Mais non, c'est rien, ce n'est qu'un changement, mais tout va aller bien. Ou alors, ouh là là, méfions-nous de l'inconnu. Hein. Ça peut apporter de drôles de messages, des difficultés. Et voilà pourquoi il faut faire très attention aux bonnes naissances, à l'accueil de cette mère, qu'elle puisse accueillir son enfant. Nous changeons toute une trajectoire de vie, ne serait-ce qu'avec cette petite référence, cet échantillon de comment seront nos changements dans la vie. Voilà. Merci Laura, merci infiniment. Quelle belle fresque, hein, l'histoire de la vie, la jeunesse. Florence Vinit, je crois que tu voulais partager quelque chose. Oui, on t'écouterait pendant des heures, Laura, comme une conteuse. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je pense que cette rencontre, elle se fait, on parlait du toucher, mais elle se fait aussi par les rêves. Hein. Anne-Sophie, Laura vous parlait du fait que le bébé est déjà rêvé, désiré dans le meilleur des cas. Et je pense que c'est aussi tout un espace qui est vraiment important dans la grossesse, cet espace de la rêverie, qu'on puisse rencontrer le bébé en se laissant habiter, flotter par ce qu'on attend, ce qu'on a envie de découvrir avec lui. Et c'est parfois un espace qui est recouvert par toutes sortes d'activités, etc. Donc je pense que l'espace de la rêverie, il est nécessaire pour rencontrer le bébé, pour que le bébé aussi parfois vient prononcer des prénoms, vient rendre des visites à ses parents. Mais je pense que c'est aussi toute une étape pour la mère de re-rêver sa propre lignée. On sait qu'il y a toute cette
cette porosité pendant la grossesse qui fait que la femme enceinte va aussi être en contact avec des traces d'elle comme bébé. Je pense que cette rêverie-là, si on lui donne de la place, elle permet ensuite de donner de la place au bébé, donc de le rencontrer en étant plus libre peut-être de certaines mémoires, de certains éléments qui ont été re-rencontrés. Merci Florence. Anne-Sophie? Oui, et plus une femme va avoir eu un accouchement avec cet accueil de sa propre mère, avec cet amour-là et cet accueil inconditionnel, plus ce sera facile pour elle d'accoucher. Après, il ne faut pas culpabiliser. On n'a malheureusement pas tous, ni on est venu au monde, ni on a donné la vie à nos enfants de cette façon-là. C'est pas grave, ça peut se réparer après. Mais toute femme, tout être humain qui a été accueilli avec cet amour-là va pouvoir tout de suite se reconnecter à cet amour et le transmettre. J'espère et je souhaite que beaucoup d'entre nous, là, ici, à cette réunion, ont vécu déjà ça. Si nous n'avons pas vécu ça, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle une deuxième naissance. Hein. La renaissance, c'est justement quand on accède de façon autonome à cet acte. On est accueilli par le monde de cette façon inconditionnelle, telle que l'on est. Je dis ça pour ne pas culpabiliser peut-être des femmes qui ont vécu des choses difficiles. C'est OK, hein, on peut traverser des choses comme ça, mais ce qui est important, c'est que tout est transformable. Hein. Donc, dans l'idéal, c'est ça. Et si on n'a pas vécu ça, ou si on n'a pas réussi même, parce que les femmes le sentent, qu'elles n'ont pas accueilli forcément leur enfant avec cet amour-là, il y a eu quelque chose de rejet, c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas en elles un amour inconditionnel pour cet enfant. Et c'est là où il va falloir se faire accompagner. On peut se faire accompagner pour justement retrouver cet amour-là. Sûrement, c'est elles-mêmes qui n'ont pas été accueillies avec un amour inconditionnel. Rien n'est fixé. Merci. Anne-Sophie, justement, toi qui es gynécologue obstétricienne, est-ce que tu peux nous parler de ce premier regard, de cette première rencontre? C'est indescriptible. C'est indescriptible. On le voit quand le lien a été fait. C'est indescriptible, vraiment. L'amour est là. Et alors, donc là, on n'a rien à faire. C'est pour ça que notre métier est magnifique, qu'on soit sage-femme ou obstétricien. On vit des moments sacrés où on n'a rien à faire. Quand il n'est pas là, hein, on voit des femmes qui ne veulent pas prendre leur enfant, tout ça. C'est pas grave. On va les accompagner à l'accueillir un petit peu plus tard. C'est pas grave. Hein. Mais dans l'idéal, oui, si on a été préparé, justement, si on a eu ce lien, se toucher, se parler, ses rêves, si cet enfant est déjà là quand il est dans le ventre de sa mère, l'accueil va être plus facile. Mais si, parce que la vie, c'est ça, on travaille, on fait un enfant parce qu'on a l'âge et qu'après il sera trop tard et que il n'y a pas de place encore pendant la grossesse pour cet enfant, malheureusement, souvent c'est ça dans notre monde. C'est pas grave, ça peut se faire au moment de la naissance, si on est bien accompagné, ou même après, hein, ou même jamais, et ce sera l'adulte lui-même qui va s'accueillir lui-même, c'est ça la renaissance, hein, qui va s'accueillir lui-même pour accéder à cet amour-là et éventuellement, s'il le souhaite, le transmettre. Hein, donc, rien n'est figé, mais plus on se prépare tôt, plus ça va être facile. Alors, Florence, j'aurais une question pour toi par rapport justement à cette rencontre avec l'être, dans le sens de la continuité. Alors, j'affine un petit peu ma question, parce que une femme qui rencontre son enfant, son bébé, qui le voit grandir, peut reconnaître de lui des attitudes qu'elle avait déjà repérées in utero. Donc, quel regard la psychologie poserait éventuellement sur cette continuité, cette reconnaissance de l'être, ou déjà ces ébauches de personnalité, ou carrément ces grands traits de personnalité entre la vie prénatale et après? Est-ce que tu as des éléments sur ce sujet? Enlever mon son.
C'est une grosse question. Je ne sais pas si je peux vraiment y répondre. Je pense que ça va se vivre de manière singulière en fonction de chaque personne. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette continuité. Donc l'idée qu'il y ait un apprivoisement qui se construit au fil du temps, comme avec quelqu'un qu'on apprend à connaître, hein, cette idée qu'il y a une ouverture au mystère, quelque chose peut-être qui dépasse les parents, et puis qu'en même temps, ce mystère a un visage, donc c'est une façon de bouger, une façon de réagir à certaines invitations, et que je pense que cette reconnaissance, donc ce lien qui a déjà lieu in utero, ce qui est intéressant, c'est quand ça se poursuit et que donc justement, il y a quelque chose qu'on reconnaît et qui construit cette qualité de lien au fur et à mesure. Donc ça crée quelque chose oui, qui se développe dans le temps. Je pense que je pourrais dire ça. Après, je pense qu'il y a quand même aussi tout l'enjeu du corps, hein, où oui, il y a des éléments que la mère va reconnaître dans des façons de réagir. Il y a la façon aussi dont elle va justement rêver cet enfant, lire ses réactions, avoir peut-être des contacts sur des plans plus subtils en rêve. Et puis après, il y a tout l'apprivoisement qui est quand même une forme de discontinuité à ce niveau-là, de l'apprivoisement du corps. Donc du corps dans la pesanteur, le corps séparé. Et donc là, le fait d'avoir construit peut-être une continuité affective, une rencontre qui s'établit dans le temps, ça permet aussi d'apprivoiser cette séparation qui est quand même qui n'est pas si simple à vivre. Merci Florence. Laura, est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager? Je suis sûre que oui. La nature, l'intelligence cosmique, elles ont prévu cette continuité. Et ce qui vient à l'enfant, quand il naît, c'est maintenant le lait maternel. Et ce que j'ai appris avec Omram, c'est que le lait est blanc, c'est le sang blanc, disent les Chinois dans la médecine traditionnelle chinoise. Ce lait blanc, c'est la tendresse qui va faire un complément parfait à la force vitale du rouge du sang. Et c'est encore partie du corps de la mère. L'enfant reçoit sa mère en entier dans ce lait. J'ai vu des illustrations en livre d'alchimie où le sein droit de la mère est lié à la voie lactée. Lactée, c'est le lait. Et le sein gauche à la lune. C'est un peu comme si c'était à tous les soleils, la sagesse, et à la lune, l'amour. C'est-à-dire, imagine, Sonia, une femme qui allaite son enfant et qui lui donne des formules de vie, qui lui donne des souhaits, soit pour la sagesse qu'il va manifester un jour plus tard, soit sa capacité d'aimer et d'être aimé qu'il va pouvoir développer tout au long de sa vie. C'est-à-dire, c'est un moment richissime. Nous avons tous les hormones dans ce lait, nous avons de la nourriture pour le microbiome, nous avons le corps qui va se faire, il y en a qui parlent même d'extérogestation, c'est-à-dire, d'accord, 9 mois, 9-10 mois dans le ventre maternel et 9-10 mois dehors, où il y aura ce toucher peau à peau, ce regard dans lequel on se perd et on se baigne et on transmet tant de choses. Et il y a d'ailleurs un download de la rétine de la maman à la rétine du bébé et ses hémisphères cérébraux à elle, qui marchent déjà en tant que mammifère, bipède, être spirituel incarné sur Terre, qui a déjà enclenché beaucoup de choses. Il y a un enseignement immédiat, hémisphère de cerveau à hémisphère de cerveau, entre mère et bébé. D'ailleurs, dès la naissance, l'enfant voit parfaitement bien à une paume de distance, à une main de distance. Il ne voit pas beaucoup plus loin parce qu'il n'a pas pu s'entraîner encore. Il voit, bien sûr, c'est un peu flou, ça va lui mettre quelques jours pour bien voir les distances et les objets. Mais déjà, œil à œil, regard à regard, âme à âme, ces deux-là sont ensemble. Et cette continuité, elle est extraordinaire et on est vraiment, on est dans le ridicule lorsqu'on ne promeut pas ce moment de tranquillité entre mère et enfant. Je sais que le père a sa place aussi, surtout comme protecteur de la mère, et ce n'est pas le moment pour être sur le WhatsApp
Ce n'est pas le moment pour montrer des tas de photos. Ce n'est pas le moment de se laisser envahir. Laisser que ce cocon puisse se tisser. Tu parlais de paix, Anne-Sophie. C'est essentiel, cette paix pour l'enfant. Quelle qu'ait été la grossesse, quelle qu'ait été la conception, même la non désirée. Voici le moment où tout peut se remettre en question, où la mère en dialogue peut reparler, repenser son enfant, ou bien continuer sur la lancée qu'elle était, si elle a eu une grossesse merveilleuse. La nature nous donne cette chance, comme des profs à l'université. On n'a pas eu toutes les présences qu'il fallait, cet examen-là, on n'a pas une note suffisante, mais on va pouvoir, par un autre devoir, un mémoire différent, hop, et on aura suffisamment de points pour passer pour l'année prochaine. Donc, cette bienvenue à la vie, c'est un moment extraordinaire, le moment de l'allaitement. Et d'ailleurs, la mère le sait. La nature, si une femme qui allaite s'en va au marché pour aller acheter, je ne sais pas moi, du fromage et des pâtes, elle est capable de revenir avec des mangues et des biscuits. Mais en toute honnêteté, elle ne sait plus ce qu'elle est allée acheter. Notre mémoire à court terme est complètement balayée. Nous devons, selon la nature, nous occuper de l'essentiel, l'essence du ciel. Et l'essentiel pour nous, c'est ce bébé. Donc tout le reste, même des choses difficiles, vont prendre la deuxième place pour que nous puissions être avec ce bébé, en train de vivre avec lui. C'est difficile d'aller faire pipi avec un nouveau-né. On ne sait pas exactement quand ni comment. Parfois, on le porte dans les bras pour aller faire pipi. C'est génial. Cette découverte à deux, cet allaitement, de nouveau, une énorme intimité cellulaire, mais déjà, le bébé qui perçoit d'autres choses autour. C'est un moment extrêmement sacré pour la continuité. Oui, et puis justement, cette sensorialité du bébé, je crois que c'est essentiel de pouvoir se replonger dans nos mémoires souvent inconscientes, mais avec lesquelles on peut se réconcilier finalement. C'est-à-dire que ce bébé ne s'est pas encore spécialisé. Et donc, tous ses sens, et ses ultrasens, et ses parasens, et ses autres sens sont en éveil. Donc à partir du moment où l'adulte se met en réceptivité de ce que peut être cette sensorialité du bébé, un autre monde ou une réconciliation avec nos propres expériences passées pourrait avoir lieu et nous permettre d'accompagner au mieux cet être qui arrive et qui est tout simplement. Alors, j'ai envie de vous inviter les unes et les autres, si vous avez le goût de ça, sur ce sujet-là, de notre reconnexion à nous-mêmes à travers cette multisensorialité pour enfin être à la hauteur de cet être qui arrive. Laura, est-ce que tu es inspirée par ce sujet? Cette multisensorialité, là, tu nous fais rêver, parce que c'est bientôt pour l'humanité, je pense, que tous les enfants grandiront en sachant ça, et que les adultes auront le privilège de développer cette multisensorialité. Il y a très peu de temps, on pensait que le nouveau-né ne pouvait pratiquement rien voir, qu'il n'entendait rien, qu'il n'allait pas discerner les goûts. Et je me souviens, dans les années 80, il y a eu beaucoup d'expériences de la sensorialité fœtale. Marie-Claire Busnel, d'ailleurs une chercheuse française, a fait beaucoup de recherches sur l'audition. Et ils en sont arrivés au fait que, oui, à 5 mois de grossesse, l'enfant vraiment entend très bien. Mais déjà, quand il y avait une toute première cellule du système auditif, la cellule de Corti, déjà son cil vibrait selon les sons. Donc, la fonction fait l'organe en vie intra-utérine. Mais le bébé, pour moi, est une âme transparente. La sensorialité de son corps, évidemment, il a fallu le découvrir, ça. Avant, on laissait les bébés dans une chambre blanche, pratiquement dans la pénombre, pendant des semaines, comme s'ils n'étaient pas encore vraiment nés. Maintenant, les gens voient bien que les bébés naissent et vous regardent avec un de ces regards pénétrants. Je me souviens d'un pédiatre assez âgé dans les années 80 qui me dit « ce n'est plus les mêmes bébés qui sont en train de naître ». Je dis « comment ça ?» Et avant, les bébés, ok, ils regardaient, ils s'endormaient, ils restaient tranquilles pendant des jours. Maintenant, ils sortent du ventre, me regardent
et j'ai l'impression qu'ils savent des choses sur moi. Qui sont ces bébés qui sont en train d'arriver? Et ça m'a beaucoup intéressée quand un pédiatre vous dit que c'est les 40 années d'expérience qu'il avait. Il a vu que les bébés venaient au monde différemment. Il dit, tiens, peut-être l'espoir pour nous, la race humaine, peut-être que nous sommes en éveil. Et ce serait donc un éveil de conscience. Donc la télépathie, mais ils l'utilisent tout le temps, les bébés, tout le temps. Et même les petits, je me souviens, ma fille, à 2 ans et demi, presque 3 ans, parfois elle n'arrivait pas à dire une phrase, alors elle faisait et je comprenais ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait. C'est un peu comme si elle me l'envoyait, genre, oh, cette maman ne comprend pas, elle n'arrivait pas à prononcer encore. Et je le recevais direct. Combien de mamans sont réveillées la nuit sans que le bébé ait fait un son? Le bébé a 9 mois, il est dans une autre petite chambre. Et tout d'un coup, plein dans un rêve, la maman se réveille et dit, tiens, je vais aller voir comment va bébé. Eh bien, bébé voulait une tétée. Qui a réveillé cette maman dans son sommeil profond? Eh bien, c'est une télépathie. Et il y a beaucoup d'autres sens. Et nous nous rendons compte que nos bébés voient notre aura. Il y avait des jours où je me disais, aïe, 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 si je savais faire le ménage un peu mieux. J'aimerais tellement présenter à cet enfant quelque chose de mieux en moi, mais je ne peux être que moi. C'est tout. Ça semblait la ravir. Mais moi, non. Parce qu'il y avait une conscience. J'aurais voulu être plus belle, mettons, intérieurement. Et nous avons beaucoup à apprendre avec l'extrasensorialité d'un bébé. Et ne serait-ce que de le dire, Sonia, de savoir que ça existe, ça nous met déjà sur une bonne route. Je peux rebondir dessus? Oui, Sophie. Je crois que au niveau spirituel pur, les bébés sont bien plus éveillés que nous, hein, parce qu'ils n'ont pas mis toutes les couches d'ego, il faut que, je dois, machin. Et pour moi, donc bien sûr, nous en tant qu'adultes, nous élevons dans le sens où nous protégeons notre enfant. Mais au niveau spirituel, pour moi, il est évident que c'est les enfants qui nous élèvent. Parce que c'est les plus beaux miroirs, ils ne vont rien nous laisser passer. Si on n'est pas dans l'amour, ils vont se révolter. Et alors, on va les cadrer, hein, à l'école, c'est bien fait pour ça, enfin, c'est tout ça, les règles, tout ça qu'on va leur mettre, vont justement les couper de cette essence et de cette spiritualité spontanée que l'on a tous. À la naissance, on a tous été des nouveau-nés aussi, hein, donc on a tous touché ça. Et si notre accouchement a été difficile, nous, notre propre naissance en tant qu'adulte a été difficile, ou si la grossesse de notre maman a été aussi difficile, où c'était pas dans le sacré ou dans l'amour inconditionnel, il va falloir qu'on aille faire des régressions jusqu'à notre conception. Parce qu'il y a un moment, pour tout le monde, on était tous reliés à cet élan vital qui n'a pas d'ego, qui n'a pas de programme, qui est juste là pour faire une expérience d'amour dans cette vie dualiste qui est là. Et vraiment, si on suit l'enfant et si... Vous voyez, c'est très drôle ce que tu as dit, Laura, hein, j'étais pas la mère que je voulais être, j'étais pas assez bonne. Si l'enfant, il s'en fout, il nous a choisis, hein, l'enfant a choisi ses parents et on est parfait tel que l'on est. Par contre, si on veut s'améliorer, c'est possible et il nous aide. Voilà. Oui, j'ai d'ailleurs une phrase qui me vient de ma fille. Je crois, elle n'avait pas encore 5 ans ou juste 5 ans. Nous étions dans un avion. Nous venions de la Californie. Nous venions visiter mes parents au Brésil. Et je la voyais regarder cette petite chose plastifiée ou comment il faut faire si on va sortir de l'avion dans une bouée, dans un toboggan ou en cas d'accident. Mais elle regardait ça avec une intensité. Je dis, mon Dieu, elle adore les drames. Qu'est-ce qu'elle est en train de penser? Et puis tout d'un coup, j'entends une petite voix qui me dit, maman, je crois qu'il y a une erreur ici. Ah bon? Fantastique, oui. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, parce qu'elle ne lisait pas du tout. Ici, on n'est pas d'abord censé aider les autres à sortir de l'avion, genre, parce que je ne sais pas ce qu'elle avait vu dans cette petite feuille, mais plastifiée, mais elle s'est rendue compte qu'on ne pensait pas aux autres. C'est intéressant. Écoute, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai pris l'avion depuis l'âge de 2 ans de ma vie, j'ai pris l'avion très régulièrement. Mais je gardais ça en tête. Et plus tard, j'avais une amie qui était hôtesse de l'air en Californie. Je lui ai demandé, alors, cette réflexion que m'a faite ma fille,
est-ce que ça a un sens pour vous dans les avions? Il y a, si tu savais les conversations sur ça, il faudrait refaire toutes ces choses. Et c'est vraiment, et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande discussion, alors que je pensais que c'était des choses pratiquement faites par machine, et puis voilà. Et non, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Elle avait vu juste, il y a quelque chose qui n'était pas encore au point dans ces petites choses. Ça, c'est l'enfant. C'est cet enfant dont Anne-Sophie parle. Il est ouvert. Il est ouvert. Allons vivre et vivons de la meilleure manière. Et elle était déjà prête à aider à 5 ans. C'est presque 5 ans. C'est quand même fascinant. Et nous ne faisons pas confiance aux enfants, mais même par rapport à leur raisonnement. Car oui, ils nous élèvent. Tu as raison, Anne-Sophie, tu as raison. Ils nous élèvent. Et si on voit le monde d'un point de vue d'un enfant ou d'un nouveau-né, hein, le monde est... il y a peu de présence. Quand tu disais tout à l'heure, c'est pas le moment d'être sur WhatsApp ou autre. Hein. Nous, les adultes, si on se regarde, on est rarement vraiment présent dans le moment avec l'autre. Hein. Et c'est pour ça que le moment de l'allaitement, ça justement, ça peut être pour la femme un moment où il n'y a rien d'autre à faire. Et voilà, juste je regarde, et le regard est nourrissant. Hein. Regarder, un regard peut être extrêmement nourrissant, en plus du lait. Et juste là, je me pose et je suis là en tant que mère avec mon enfant. C'est extrêmement important. Alors, attention, encore ne pas culpabiliser les femmes. Il y a des femmes, si jamais une femme qui allait parce qu'elle ne s'est pas préparée, parce que je ne sais quoi, parce qu'elle n'a pas été allaitée. Et ça va être douloureux et qu'elle n'arrive pas à dépasser cette douleur parce qu'elle n'a pas été accompagnée non plus. Et elle va donner un biberon, voire un papa qui a son côté féminin très développé, qui va donner un biberon avec autant d'amour. Oui, je sais, il n'y a pas les anticorps, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le contact de la peau, mais c'est OK aussi. Hein. Ce qui est important, c'est le regard et comment va être nourri cet enfant aussi. Et là, c'est un moment où oui, on va être vraiment présent avec l'autre. C'est pour ça que on a besoin de ces moments-là, parce que si on s'observe, nous, en tant qu'adultes, hein, on est tout le temps dans nos pensées de futur, de machin, on est rarement en présence. Et l'enfant, justement parce qu'il ne parle pas ou parce qu'il a un besoin, va nous amener à être plus en présence avec l'autre. Et c'est encore une fois une expérience spirituelle, entre guillemets, c'est un maître qui dit « Oh, là, ce que je veux, là, c'est vraiment être que tu sois pleinement là pour moi. » Et ça, au début, ça va être très, très important, la mère et l'enfant. Et puis après, il va falloir s'en détacher un petit peu. Mais c'est en ça que l'enfant nous apprend à être et nous apprend à ne pas être dispersé partout dans nos pensées, mais juste à être avec lui. Et le père peut le faire aussi. Hein. Ou même quand les femmes tirent leur lait et donnent un biberon, je vois souvent ça, je dis « Waouh, c'est génial !» Les pères ont parfois aussi envie de nourrir cet enfant-là avec le regard et le lait. On peut mettre de la présence partout. Hein. Oui, bien sûr, l'allaitement maternel, c'est magnifique et c'est très, 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 très nourrissant. Un biberon peut l'être aussi si jamais on doit passer par là. Hein. Je ne le conseille pas de premier abord, mais ce n'est pas mauvais non plus. Merci Anne-Sophie. Florence, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Oui, je trouve que c'est important, cette question de la présence pour justement ne pas... Parce que moi, je vois aussi beaucoup de femmes qui se sentent écrasées par une exigence. Et je pense que cette qualité de présence, elle peut se vivre dans l'accueil de ce qui est là, peu importe si c'est je suis fatiguée, si c'est j'en peux plus, ou au contraire je suis dans une ouverture. Je pense que c'est pas une présence qui demande une certaine forme de perfection, c'est plus un accueil moment après moment de ce qui est là, peu importe. Et ça crée, ça c'est l'amour en fait, c'est l'inconditionnel qui dit oui à chaque moment. Donc ça, je pense que si la mère se le donne à elle-même, et pour se le donner, il faut que l'environnement lui donne aussi, c'est-à-dire le père, la famille, mais aussi tout le tissu social. Je pense que là, il y a beaucoup à travailler. Et ben ça permet ensuite de poursuivre ce lien.
Merci Florence. Alors écoute, c'est fabuleux parce que la télépathie fonctionne très très bien. C'est justement vers ça que je souhaitais vous emmener ou vous inviter. C'est-à-dire, en ce moment même, il y a un atelier qui est donné par Indiana Escache et qui s'appelle Précieux Cocon, 40 jours après la naissance pour tisser l'espace de soutien essentiel à la dyade mère-enfant. Donc ça veut dire aussi que cet espace de rencontre et de paix possible, c'est aussi à la systémie, au système de le créer et de le favoriser. Donc j'avais le goût de partager avec vous quand même cette référence que vous connaissez peut-être, le 4e trimestre de la grossesse d'Ingrid Baillot aux éditions RS, qui est un ouvrage fabuleux. Pour moi, c'est une révolution pure et simple. Donc Ingrid Baillot qui est au Québec. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce 4e trimestre de la grossesse? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que chaque personne de l'environnement peut contribuer au bien-être de la mère, de l'enfant et par extension du couple et de la famille? Et à quel point ce village est important. Alors, tissons les liens, hein, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire avec Maître Perle, justement pour arriver dans ces espaces-là. Et demain, nous aurons justement une conférence à 16h30 où on retrouvera Florence Vinit et Laura Hüplinger, accompagnée de Françoise Peskin, qui est pédiatre, de François Hanig et François Schmitt, qui s'appelle « L'environnement y veiller pour la mère, l'enfant et le couple ». Donc vraiment se prendre soin de ce cocon. On va imaginer, je vous invite à imaginer maintenant que vous êtes un bébé. Alors, soit in utero, soit qui vient de naître, et vous avez cet environnement idéal et optimal autour de vous. Comment ce serait pour toi, Laura, de vivre ça? Comment tu te sentirais si on fait juste une plongée à l'intérieur dans une espèce de couette douillette, accueillante, douce, du tout début de la vie? Oui, je crois dans ce que je ressens et évidemment dans ce que je comprends, que le fait d'être désiré va guider tout mon développement, quels que soient les moments que vit ma mère. Il y a une grande expansion d'âme. Je sais que l'âme visite le corps de l'enfant, mais le corps de l'enfant est aussi une entité physique. Et beaucoup d'entités président à cette œuvre, à ce grand œuvre. Il y en a qui se souviennent même, maman, c'est des fées qui m'ont emmenée dans ton ventre et certaines sont restées avec moi. Et elles faisaient le travail. Et le grand clairvoyant Hudson, qui pouvait voir ce travail d'entité. Pour moi, la vie dans le ventre de la mère est une vie que je ressens comme douce et forte en même temps. Mais c'est hallucinant la vitesse à laquelle un enfant se développe. Je me souviens quand Jean-Pierre Relier nous disait « Si nous grandissions à la même vitesse dans le ventre de notre mère que nous grandissons pendant les 10 premières semaines, eh bien à la naissance, nous aurions la taille de la planète. » C'est à ce point, c'est vertigineux, c'est hallucinant même. Ce sont vraiment des trillions de cellules à la naissance, alors qu'au début, il y en avait une. Et tous les rythmes, je sens dans le ventre de la mère, c'est très rythmé. Il y a les pulsations du cœur, il y a l'aorte, il y a les pulsations énergétiques. Et ça, François Schmitt nous en parle très bien. Et nous allons orienter toute la formation de notre corps, et c'est là où je me trouve, là où tu me fais rentrer. Tout en moi va se faire pour m'adapter à ce dont j'aurai besoin plus tard. Si c'est une vie très stressante qui m'attend, je vais m'équiper pour être avec le stress. Je vais même pouvoir oublier plus tard dans la vie que les bleuets sont bleus, que les roses sont roses, parce qu'il a fallu que je me prépare pour une adversité possible. Tandis que d'autres vont se préparer, ça c'est merveilleux, pour une vie de communion. Et d'ailleurs, tu me parlais d'extrasensorialité, je me permets d'ajouter j'ai lu récemment le livre Le mage de Strovolos. C'est un mage à Chypre. Et il a un petit-fils de 3 ans qui vient le chercher. Il est en réunion avec des amis. « Grand-papa, on va jouer, on va jouer. »
Et eux, quand ils jouaient, alors ils s'éloignent et il reste une demi-heure avec son petit-fils. Et quand il revient, ses amis disent, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Eh bien, nous sommes dédoublés dans l'astral et nous sommes allés jouer dans une plage un peu plus loin que nous aimons beaucoup. Eh bien, voilà l'extrasensorialité, j'imagine, de pratiquement tous les petits. Mais nous ne sommes pas beaucoup de mages pour dire, allez, on sens du corps et on va s'amuser de l'autre côté ou dans un autre endroit même. Faire un voyage astral pour jouer avec son petit-fils, je trouve ça remarquable. Et pour revenir à certaines difficultés que nous pouvons avoir lorsque nous avons un bébé, il serait merveilleux que les couples, avant de concevoir, explorent comment a été leur arrivée dans le monde, leurs 27 premiers mois, comme disent les thérapeutes jungiens, 9 mois avant d'être conçus, 9 mois de grossesse, 9 et quelques mois, et 9 mois après. Comment cet œuf de 27 mois a été vécu par nous? Parce que si l'on ne sait pas certaines choses, qu'est-ce qui se passait dans la famille, est-ce que le couple se connaissait, quels étaient les grands films, les grandes musiques, quelle était la politique, que se passait-il dans le psychisme de nos parents lorsque nous sommes venus au monde? Donc 9 mois avant d'être conçus et jusqu'à 9 mois après naître. Si nous savons ce qu'il est arrivé, nous pourrons être un peu plus objectifs dans nos projections, parce qu'on va toujours projeter sur l'autre. Mais au moins nous serons en paix et dire, ah tiens, là le petit à 3 mois, c'est un peu dur pour lui. Ben oui, moi quand j'avais 3 mois, voilà ce qui m'est arrivé. Ma mère a perdu son frère, et il y a eu un abandonnement, il y a eu un trauma. Et la personne, le parent, peut se rendre compte que là, ce moment est un peu plus difficile, mais en le nourrissant, en l'accueillant, ce bébé, l'enfant qu'il a été un jour, ce parent, cette maman ou ce papa, va aussi recevoir cette tendresse. Nous sommes dans un univers quantique. Ce que je fais aujourd'hui influence aussi mon passé, influence même ceux qui m'ont donné mon corps, mes ancêtres. Et vont, bien sûr, ça va influencer mon futur. Donc, imaginez que nous sommes très puissants lorsqu'il s'agit d'harmoniser des choses même du passé. Et avoir un enfant, c'est une extraordinaire opportunité pour regarder dans tout ça. Merci Laura. Alors, il y a la télépathie. Effectivement, ce dialogue non-verbal, intuitif, extraordinaire qui se trame de lui-même au fur et à mesure de la rencontre avec l'être, avec l'enfant et avec d'autres formes de vie, bien sûr. Et puis, il y a aussi des outils, c'est-à-dire que, comme vous le savez, on peut rencontrer des personnes qui sont là pour faciliter le dialogue avec les bébés. On connaît la parole au bébé de Brigitte Denis, et on a aussi la communication connectée. Donc, une méthode qui utilise le test de kinésiologie ou les baguettes de géobiologie pour comprendre tout simplement au quotidien et aider les parents à avoir un dialogue parfois sur certaines situations. Il y a aussi le langage signé avec les bébés. Et c'est vrai que dans cette communication avec le tout petit, on a l'habitude de voir ça une fois que l'enfant est né. Mais finalement, ça fonctionne aussi à distance, et y compris in utero, donc dès le tout début de l'histoire. Donc j'ai tant de choses à dire, ça fait partie des grandes et belles références que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour éclairer un petit peu sur ce qui se passe justement dans ces moments où une grossesse s'arrête, je ne sais pas si Anne-Sophie, Florence ou Laura, vous êtes à l'aise avec ce sujet-là, mais on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe au niveau énergétique, c'est-à-dire que le bébé et la femme enceinte font un, et qu'effectivement le corps et tout le système hormonal sont nourris de cette unité du cocon et de l'aura. Est-ce que éventuellement quelqu'une serait à l'aise avec ce sujet pour l'aborder? Il y a un livre, et celui-là il est en français, parce que moi je suis toujours en train de lire des livres en anglais, c'est Maître au monde, c'est d'un journaliste. C'est un livre qui parle énormément de choses, même de l'utérus artificiel. Et il y a 2 chapitres de Jean-Pierre Relier, un pédiatre extraordinaire français, où justement il est dans un événement important et ce journaliste va l'interviewer. Et il y a un dîner, et c'est d'ailleurs sur l'harmonie et la tendresse par rapport aux soignants. Donc même le menu était fait avec des pétales de fleurs. Et il y a une dame qui avait fait beaucoup de fausses couches
qui lui demande à ce néonatologue qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Ça fait 6 ans que je ne vis plus. J'ai finalement réussi une conception assistée. J'ai finalement eu des jumelles et vers le 8e mois de grossesse, elles sont mortes toutes les deux. Ma vie s'est arrêtée. Et il se lève, et vraiment je vous conseille de lire ce chapitre, et dit voilà, pour vous, vos filles n'ont vécu que 8 mois. Et tous vos rêves d'être maman de ces filles sont partis. Et pour elles, elles ont vécu tout ce que l'humanité a vécu depuis qu'on était des êtres, je ne sais pas quelle est toute la phylogénèse et toute l'ontogénèse, ils ont récapitulé des millions d'années. Je sais que cette mère, en écoutant cette réponse, parce qu'il est très, en plus, Jean-Pierre était un être très, très noble, il était un néonatologue, chef de service à Port-Royal, il a eu ce moment où les grands prématurés arrivaient. Donc il était toujours entre la mort et la vie, et il avait beaucoup de foi, c'était un être qui savait qu'il y avait des âmes, et ses réponses à cette femme sont extraordinaires. Et c'est vrai que parfois on fait une fausse couche sans même s'en apercevoir. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, paraît-il, sommes conçus à 2. D'ailleurs, dans le royaume des mammifères, si nous avons 2 seins, nous devrions normalement avoir 2 bébés. Comme les chiots, ils naissent souvent 6. Et nous perdons souvent un jumeau en vie intra-utérine. Et il y en a qui ont vu qu'il y avait tout un syndrome de ça, des choses de grande souffrance. Certaines personnes, toute leur vie, mettent la table pour quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas qui c'est. Ils n'ont jamais connu ce jumeau. Mais là, il faudra regarder qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est la vie. Est-ce que c'est ici qu'on est mort et lorsqu'on meurt, on retourne à la vie? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces niveaux de vie et de mort? Et qui sommes-nous? Je sais que les initiés nous recommandent de vivre chaque jour comme si nous allions mourir demain. On ne va pas mourir demain. Très probablement non. Mais d'être prêt à mourir à chaque jour donne une force. D'abord, on démystifie un peu la mort. Si la mort a une telle puissance, exerce une telle hantise sur nous, c'est parce que nous n'en parlons jamais. C'est un sujet tabou. Mais là où il y a tabou, il y a des choses très intéressantes par derrière. Oser rechercher, c'est quoi venir ici? Et c'est un immense effort. Il paraît même que pour accéder à d'autres niveaux de conscience et d'autres incarnations dans d'autres endroits, certains êtres doivent venir juste le temps de la formation d'un œil en vie intra-utérine. Et hop, après, ils s'en vont. J'ai déjà vu ça dans mes livres d'hindouisme. Donc, c'est un grand mystère. Mais l'approcher avec paix comme langage de la vie, puisque la mort est un langage de la vie, c'est peut-être de là d'où l'on vient que s'en vont les morts. Donc, on sait quelque chose. À d'autres niveaux, nous avons d'autres corps pour percevoir tout cela. Et en même temps, j'ai envie de nommer que peut-être que ça nous met au cœur du mystère, qu'on est visité par la vie, puis que la vie parfois se retire. Je veux dire, dans la densité, dans l'incarnation, elle ne se retire pas ailleurs. Et que ça nous fait traverser aussi peut-être une ouverture à la perte, une ouverture à accompagner la peine d'autres personnes, beaucoup plus de groupes de parole, de groupes de pairs, c'est-à-dire de femmes qui ont traversé cette expérience et qui peuvent se soutenir les unes les autres, parce que souvent il n'y a pas de tombe où aller pleurer, hein. C'est comme un désir qui n'a pas pu s'incarner, et le fait de le partager, de se sentir là encore un cocon plus global, un cocon donné par les autres femmes, c'est ça qui aide à traverser la tristesse. Et ça, je pense que c'est essentiel de ne pas être seul là-dedans. Et puis de ne pas être seul non plus avec la perte, c'est-à-dire de pouvoir la parler, de la raconter, peut-être de voir comment elle s'inscrit aussi dans une généalogie. Parfois, il y a des pertes antérieures, hein, au niveau des grands-mères, des mères. Et donc, peut-être c'est une façon d'accueillir autrement, parce que d'accueillir pour d'autres. Quelque chose comme ça.